messieurs. Bonjour. Bonjour Philippe. Hello, hello, Philippe, éclairage bonjour. Numéro 18. Alors le sujet du jour, peut-être encore inflammable, ça devient presque une spécialité de la maison, non? Les sujets inflammables, je veux dire. Inflammable. Ouais, inflammable. Vous voulez pas trouver inflammable? On va dévoiler à nos auditeurs et ceux qui nous regardent dans un instant le sujet du jour, mais... Ça dépend de quelle flamme tu parles. Wow, Marc est c'est en bien, forme, super, on est dans le d'ailleurs. sujet. Alors le sujet du jour, ce sont les multiples réactions au discours d'Emmanuel Macron, discours qui a eu lieu le 9 avril dernier dans un lieu historique qui s'appelle les Bernardins. Voilà. Et le sujet du jour, c'est pas tellement le discours en lui-même, parce qu'on pourrait dire pas mal de choses, même si je vais demander votre opinion sur ce que vous retiendriez en termes de contenu du discours, mais ce sont les réactions. Voilà. Et justement, ce sont peut-être ces réactions qu'on pourrait éventuellement qualifier d'inflammables. Marc. Le discours des Bernardins, c'est Bernard qui a pris la parole avant Marc, désolé. C'est bien, ça change. Le discours des Bernardins, c'était quand même devant la conférence des évêques de France. Tout à fait. Voilà, c'était pas juste un discours de politique générale. Voilà, Mais Non. on peut prolonger que c'était une première, un désir des évêques de mettre en place cette rencontre avec le président de la République qui officiellement s'inscrivait dans la proximité avec les fêtes de Pâques. En tant que tel, mais qui, plus largement, était une manière de pouvoir, là aussi, à l'initiative des évêques au départ, mais je crois on en parlera que Macron est rentré complètement dans le jeu, d'établir un dialogue, et en particulier un dialogue sur des questions importantes qui traversent ce dont on a déjà parlé ensemble, et ça n'était pas inflammable en finale, sur les questions de bioéthique. Alors pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que le sujet, pour moi, il est complètement dans la ligne éditoriale des radios que nous représentons aujourd'hui, Radio Arc-en-Ciel et Radio Iris. Ligne éditoriale, en gros, d'après ma reformulation, qui est de... RCF Alsace aussi. Et RCF Alsace, puisque nous diffusons. D'accord, très Oui, bien, c'est merci pour le rappel. Une ligne éditoriale qui, pour moi, est tout simplement d'avoir notamment une proximité des questions liées autour de la foi avec nos contemporains, qui soient eux-mêmes déjà très proches, je sais que je suis là, ou qu'ils en soient relativement éloignés, voire réfractaires, et avec un discours de bonne foi. Donc, et on est également dans la ligne éditoriale de l'émission Éclairage, puisque justement on va essayer d'apporter des éclairages aujourd'hui. En gros, avec trois objectifs. Justement, si le sujet provoque des flammes, qu'est-ce qui le rend potentiellement inflammable aujourd'hui en France, vu en tout cas les réactions? Je pense qu'également notre émission pourra éclaircir les différents courants, et peut-être que nos auditeurs, ceux qui nous regardent, vont pouvoir se rattacher en disant bah oui, effectivement, moi je suis plutôt comme ça dans mon rapport à la religion, je suis plutôt spiritualité type X, ou je suis plutôt Y, je suis plutôt matérialiste, je suis plutôt athée, croyant, pratiquant, etc. Et puis on verra, je pense également aujourd'hui, en quoi c'est symptomatique. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était un sujet qui n'était pas facile à traiter en termes d'information, quoi. Pour me faire une opinion un peu posée, j'ai trouvé ça pas simple. Donc ça, c'est les objectifs de notre émission d'aujourd'hui. On a combien de temps? Marc, 3 jours et 3 nuits. C'est toujours Bernard, lui. Hein. Oui, pas moi qui prends la parole. Ouais, mais tu dis Marc, c'est pas juste. Bon, voilà. C'est pas juste, ils ont changé de place. Bah Ceux qui ouais, nous regardent régulièrement vont s'apercevoir que Non, mais David, c'est fait qui est exprès. conservateur, en tout cas sur ce sujet-là. Pardon. Sur Moi le aussi, je suis en sujet forme. de Oui, sur le sujet de l'emplacement, l'emplacement. Tout à fait. Voilà. Une première question pour nous mettre dans le bain. Merci pour la correction. Même si le sujet du jour, c'est pas le contenu du discours, je vais quand même néanmoins commencer par une question que je vais nous poser à tous. Si vous deviez retenir à titre personnel un élément particulier contenu dans son discours, qu'est-ce que vous retiendriez, vous, personnellement? Voilà. Alors moi je veux bien... Bernard. Il y a plusieurs choses. Il y a les phrases dont on a beaucoup parlé, mais il y a... Mais toi, hein, personnellement... sur la fin de son discours, je l'ai imprimé parce que c'est un peu difficile à mémoriser. Il dure 1 heure quasiment. Voilà. Il dit la laïcité, c'est une règle d'airain pour notre vie ensemble qui ne souffre aucun compromis. Une liberté de conscience absolue et cette liberté spirituelle que je viens d'évoquer. Voilà. Une règle d'airain qui ne souffre aucun compromis. Mettre ça comme définition de la laïcité, ou en tout cas comme cadre pour la laïcité, me semble... parce qu'on peut juste rappeler que c'était
une démarche qu'il a eue avec la conférence des évêques de France, mais il était au dîner du CRIF, donc les institutions juives, et puis en septembre, il était à la mairie de Paris avec les protestants. Alors, et puis voilà, donc je vais pas prendre un peu trop d'avance, mais vous comme moi, je pense qu'on a vu aussi des personnes qui ont réagi à cette comparaison en disant que certes, le président de la République entre guillemets a le droit d'aller où il veut en termes d'institutions religieuses, mais que la nature du positionnement du discours n'était pas la même. Mais on y viendra tout à l'heure sur un sujet potentiellement polémique. Marc, tu retiendrais quoi de ce discours ? Qu'est-ce que je retiens dans ce discours qui est quand même un très grand discours, à mon avis, assez remarquable. Donc il t'a plu, au niveau de son contenu. Il m'a plu pourquoi ? Parce que un président de la République, en l'occurrence Emmanuel Macron, et je crois que c'est assez novateur, a affirmé, en tant que président de la République, dans une laïcité bien vécue en France, appelle nécessairement pour construire, pour nourrir le débat public, appelle un dialogue nécessaire avec les grandes familles religieuses. Et ça, c'est quelque chose qui est dans cette vision d'une laïcité ouverte, comme on dit, et qui me paraît quelque chose d'important. On verra les différents types de laïcité, ouverte, stricte, etc. David, ce que tu as retenu ? Oui, au-delà de la phrase quand même introductive de ce discours qui était quand même effectivement assez gonflé, qui était que le lien, il faut rétablir le lien entre l'Église et l'État. C'est vrai que ça marquait ça. Voilà, c'était la punchline du discours. Je trouve qu'il a vraiment développé ensuite sur le fait qu'il y a besoin comme ça d'avoir une sorte d'horizon moral ou religieux si l'on est des appartenances, mais que cette vision commune spirituelle, il dit souvent d'ailleurs. Oui, alors il disait deux choses. On y reviendra certainement. Il dit, en fait, il laisse par des choses. Il dit qu'on soit croyant ou pas croyant, il est important d'avoir une vision un peu pas transcendante. Je sais plus comment il disait. Merci, je retrouverai le truc, mais c'est trop compliqué. Mais bon, ça c'était intéressant. Mais en fait, il est quand même allé plus loin. Et à un moment donné, pour moi, le cœur du discours, c'est quand à un moment donné, il dit, mais ce que vous direz, ça ne pourra pas être reçu comme une injonction. Ça ne pourra jamais être que comme un questionnement. C'est-à-dire qu'il a remis à un moment donné l'Église à sa place en disant « Ok, vous avez des interrogations, il y a un dialogue, mais vous êtes l'Église, vous êtes la société civile, vous n'êtes pas une autorité morale supérieure, et c'est l'État qui décide, l'État républicain qui décide. » Et il a mis sa ligne là. Et maintenant, ça veut dire, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, bioéthique, tout ça, mais à un moment donné, vous n'avez aucune injonction à faire. Et là, il a terminé vraiment pour moi le discours. Parce que certains articles se sont émus effectivement de ça en disant c'est à la fois certainement un très beau discours et en même temps il a posté un relativisme important sur la place effectivement du discours de la religion. Ouais. Était pour moi tout à fait laïque dans ce sens-là. Clairement, tout à fait. Marc, et ensuite je répondrai moi-même. Oui. Est-ce que c'est un relativisme ? Moi, j'en suis pas sûr. C'est d'essayer de donner les composantes d'un fonctionnement d'une société qui est en dialogue, nécessairement, mais qui exige que ceux qui ont à prendre des décisions parce que élus du peuple, les prennent. Et qu'on ne confonde pas ceux qui sont en responsabilité d'un pays de ceux qui sont en responsabilité de faire émerger des courants de pensée. Ok, Bernard ? Sur cette thématique de ligne qui est là pour cadrer les choses, je me souviens à Paris, lors du discours d'Emmanuel Macron devant les protestants, c'était dans le cadre aussi du 500e anniversaire de la réforme protestante, donc qui a été quand même un élément qui a fait changer pas mal de choses. Il a dit aux protestants, je résume, vous allez voir, continuez à être les vigies. Exercez votre rôle de vigie, de guetteur. Et un guetteur, s'il voit le feu et qu'il ne crie pas au feu, il ne sert pas à grand-chose. Ça, c'est mon commentaire. Ok, puis du coup, le feu, les flammes, c'est bien. Bernard, tu es dans le sujet. Moi, je retiendrai, c'est à un moment donné, je crois que c'est plutôt vers la fin, il a dit que le temps de l'Église n'était pas le temps du monde. Je cite. Ok, et il a dit que l'Église était du coup soit intempestive, soit réactionnaire. Voilà, donc moi c'est ce que je retiendrai dans ce discours. Par rapport aux objectifs annoncés lors de l'émission, on avait vu le côté en quoi ce discours peut être potentiellement inflammable. Donc on peut peut-être commencer avec un petit tour de table sur qu'est-ce qu'il y a de potentiellement inflammable, qu'est-ce qui fait que ce genre de discours, dont on arrive à parler apparemment de manière assez apaisée pour l'instant, tous les quatre, a créé un lever de bouclier.
pas partout, hein, mais je veux dire, c'est hautement inflammable. Il y a eu presque une hystérie, non? Vous trouvez que j'exagère dans ma lecture? J'exagère? Oui. Ok. C'est médiatique. C'est un remous médiatique. Alors on y va, ouais. David, ouais. Oui, parce que bon, bien sûr, il y a cette phrase-là qui peut faire peur si on veut avoir peur, qui est qu'il veut rétablir le lien entre le. Donc rétablir, c'est voilà, c'est l'idée d'un retour en arrière. Alors retour en arrière, alors bien sûr, on aura beau jeu de dire que il veut revenir il veut remettre en cause la loi de 1905 ou presque quoi. C'est pas du tout ce qu'il voulait dire, mais quand même, il a un peu joué là-dessus. Il a un peu joué sur la place que l'Église a dans la société. Dans son discours, il a insisté sur le fait que ça n'est pas seulement l'Église catholique, mais aussi les autres dénominations qui ont aussi leur place dans la société et avec qui il veut avoir un dialogue. Mais il y a quand même il y a quelque chose d'un petit peu quand même sensible dans la façon dont il semblait donner une sorte de lien privilégié avec l'Église catholique. Donc tu sembles d'accord avec certains articles ou commentateurs qui disent que c'était au minimum un peu de la provocation quand tu dis qu'il a joué un peu avec ça. Oui, d'un côté il faut que les phrases soient retenues. Enfin, il dira, il est pas complètement amateur. C'est la punchline. Oui, c'est ça. Il n'est pas amateur sur la façon de communiquer un message, mais c'est quand même. Il appelle les gens quand même après à le cœur pour moi c'était pas de dire que l'Église va retrouver une place qu'elle n'avait plus, c'est pas ça, c'est le cœur, c'est de lui dire vous avez une place mais je vous remets à votre place. Ok, wow, super résumé. Oui. Toujours sur ce côté inflammable, Marc? Oui, je crois que j'ai envie de dire d'abord que les retours et les débats médiatiques sont sans surprise en tant que tels. Ils ont été importants parce qu'on voit que là, il y a du poil à gratter tout de suite, mais le poil à gratter, il est à mon avis pas tant dans ce que finalement Macron a dit que dans le réflexe spontané d'un certain nombre de personnes quand un président de la République parle des religions et d'une possibilité de reconnaître que ces religions ont un rôle à jouer, c'est inadmissible et on remet en question la laïcité. Ça, si ça doit faire débat, c'est quand même un questionnement. Parce que derrière, et alors c'est là où Macron, à mon avis, a dit des choses importantes, c'est qu'il reconnaît que tout individu ne peut pas vivre sans une forme, tu le disais tout à l'heure David, de transcendance, tout à fait. de spiritualité. Tout à fait. Alors, il disait d'un idéal en un sens moral et une espérance en un sens religieux. Voilà. Et ça, c'est important aussi. Alors derrière, ça a amené quoi? Ça a amené Macron à dire, sur la place spécifique de l'Église catholique dans notre pays, c'est qu'il y a une histoire, parfois malheureuse, parfois heureuse, mais une histoire qui a imprégné la société. Et ça, on ne peut pas en faire fi non plus. Je crois que c'est important. On vit avec nos réalités en tant que telles. Alors, Macron l'a mis en avant dans le rapport avec est-ce que l'Europe a des racines chrétiennes ou pas ? Un vieux débat qui avait valu là aussi beaucoup de polémiques en tant que tel et qui finalement a été balayé. Mais on ne peut pas ne pas reconnaître ce qui est le fondement de certaines sociétés. Ça ne veut pas dire qu'elles sont pour autant figées. Très bien. Là, Marc vient de parler des racines chrétiennes de l'Europe. Oui. Il y a eu toute une réflexion puisqu'il dit les racines peuvent être mortes. Donc ça, c'est la sève qui est importante. Mais c'est la sève qui est importante. Oui, je ne sais pas si un jardinier serait d'accord avec ça, mais bon. On ne sait pas par où elle passe du coup. Si elle passe pas par les racines, je sais pas, elle tombe du ciel, mais c'est plus la sève. Tomber d'en haut. Voilà, mais c'est plus la sève. Oui, mais c'est intéressant ce qu'il dit, parce que si on est confronté oui. qu'aux racines, oui. Effectivement, il y a de nombreuses racines qui meurent et qui font que la sève ne parte plus. Et ce qu'il met en avant, c'est plutôt aujourd'hui en quoi les familles religieuses peuvent être encore sèves. C'est-à-dire pas liées à leur tradition uniquement, mais aujourd'hui sur les combats au cœur de la vie, sur leur proximité avec le citoyen, sur la dimension de service à une société, en particulier à ceux qui sont les plus en souffrance. Pour juste revenir à ta question, parce que vas-y. Parce que en fait, j'ai parlé de mon analyse du texte quand tu demandais par rapport aux réactions. Moi, j'étais assez peiné du fait que justement, quand il y avait ces réactions et ces punchlines, en fait, pas mal de personnes qui sont un peu réactives sur ces choses-là brandissent aussi des arguments du genre c'est le retour du glaive et du goupillon et tout ça. Et je trouve que ça anesthésie complètement le débat de fond qu'il peut y avoir, qui peut être très intéressant sur un discours comme ça.
en simplement revenant sur des images qui sont complètement exagérées et du coup sur lesquelles on ne peut avoir d'autre action que de démentir, puisque ça n'est pas un retour du sabre et du goupillon. Et c'est dommage, moi je trouve toujours dommage, surtout sur Facebook comme ça, il y a des trucs, alors après il y a des slogans et tout ça, et du coup on est nulle part, on est dans la cour d'école et on perd du temps au lieu de discuter. Ça c'est un vrai apprentissage sur le traitement de l'information, et on va donner des noms, on va faire de la délation là, sur quelques réactions, hormis Facebook effectivement, qui ont Twitter, pour moi pareil, contribué, tout à fait. Bernard, ensuite, avant que je cite une ou deux réactions sur lesquelles j'aimerais votre réaction justement. Moi, ce que j'ai envie de dire, je fais écho, et je remonte à il y a un peu plus d'un an, ou non, ça fait un an, au moment de l'installation d'Emmanuel Macron dans sa position de président de la République. Il y a cette grande cérémonie, on lui remet tout ce qu'on doit lui remettre, et ensuite il part serrer la main à tout le monde, et il s'arrête un moment long devant l'endroit où il y avait les responsables religieux. Il y avait les catholiques, les protestants, les bouddhistes, les juifs, les musulmans. Ils étaient tous là. Et après leur avoir serré la main, il continue. Et Madame Macron arrive et dit « Priez pour lui. Il en a besoin. » Je trouve que... et il ne s'est pas adressé aux catholiques, il ne s'est pas adressé aux protestants, il ne s'est pas adressé aux bouddhistes. Elle ne s'est pas, adressée. Mais je trouve que là, le discours, et je fais écho à ce que vient de dire Marc par rapport à la façon dont les églises ont besoin d'être vivantes encore et d'interpeller. Elles ont aussi une autre action à porter sans doute. Nous sommes invités, il me semble, c'est dans une des lettres qu'on trouve dans la deuxième partie de la Bible, à prier pour les autorités. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut être là aussi sur une place un peu particulière, un peu spécifique, dans la façon dont on regarde ces autorités. Ok, donc ouais. Sauf qu'en l'occurrence, je pense qu'un président ne peut pas reconnaître cela. C'est pas lui, c'est son épouse. Oui, c'est pour ça que je dis, effectivement, c'est son épouse. Alors, j'ai un petit peu, mais un président de la République ne peut pas dire... en France, en tout cas. Ne peut pas appeler à prier pour lui, parce que je pense que c'est reconnaître... Même m'adresser à plusieurs religions, puisque Bernard a précisé que c'était pas face aux catholiques. Ouais, bon, peut-être. Ouais. Okay. Enfin, en même temps, dans l'histoire de notre Ve République, par exemple, Charles de Gaulle faisait quand même des références relativement régulières et disait l'importance de sa foi dans son acte de gouvernance en tant que tel. Alors, est-ce qu'il n'y a pas du coup là quand même des spécificités françaises ? Alors, hier soir, on avait des Américains à la maison à dîner qui viennent du Michigan et tu faisais ton petit Macron. C'était le dîner sur mon Lincoln. Justement, je leur ai dit que j'avais l'enregistrement aujourd'hui et du coup ils m'ont interrogé sur mais en France on comprend pas quoi le discours d'Emmanuel Macron. C'est quoi votre opinion ici en France, aux États-Unis, même s'il y a aussi la séparation, in God we trust, prier pour le président, c'est complètement culturel. Donc du coup, est-ce qu'il y a évidemment en plus sur la Bible, du coup, est-ce qu'il y a des spécificités d'un côté inflammable en France qu'on ne retrouverait pas ailleurs dans d'autres pays ? Je ne parle même pas des États-Unis où là, poser la question, c'est à mon avis répondre. Non, mais on passe le Rhin et on va chez notre voisin allemand. Allons en Allemagne. La manière de poser cette question du rapport des instances publiques, de l'État avec les religions est fondamentalement différente, fondamentalement, et s'inscrit dans l'organisation même des églises, qui sont financées par les citoyens à travers l'impôt. Donc, c'est effectivement, je crois qu'on est dans une spécificité très française, née aussi avec cette émergence que la France a constituée par rapport à ses penseurs, de dire, à un moment donné, ça ne peut pas être Dieu qui gouverne notre quotidien temporel. Que pensez-vous de la réaction du coup, est-ce que la réaction par exemple de Benoît Hamon était une réaction purement attendue et qu'on pourrait qualifier éventuellement de politicienne, puisque lui dit que ce discours brise le principe sacro-saint, tiens c'est marrant ce que je suis en train de dire, de la laïcité. C'est une posture purement politicienne et qui n'apporte rien. Du coup David, par exemple, ce que tu disais, les réactions comme ça un peu hystériques. Oui, pour moi c'est ça n'apporte typiquement dans quelque chose qui était attendu de la part vu son positionnement quoi. Je sais pas, son positionnement, je vois pas pourquoi son positionnement obligerait à dire ça.
Bon, ok, d'accord. Moi, ça m'a pas surpris, vu on peut qu'il est dire il y plutôt a à la d'autres gauche mots de la que gauche. rompre, quoi. Ouais, Il y a des mots qui posent question, on pourrait dire pose question, menace à la rigueur peut-être, mais D'accord. rompre. Bon, lui aussi, vous Ça veut l'êtes dire retenu, que ça alors, y est, c'est-à-dire, alors on veut rétablir l'autre côté, de l'autre côté on rompt, et alors on est avec des gestes comme ça. Ok. Il y a une infinité de vocabulaire pour éviter de se planter. D'accord, David, mais il a peut-être besoin d'être retenu aussi, de faire sa propre punchline. D'accord. À voir, hein, je ne sais pas. On va avoir des responsables politiques qui vont devenir pro de la com avec des punchlines à tous les détours de discours. Ok, ça rend pas facile le pour nous, vocabulaire. Tu dis rétablir le lien. Non, c'est réparer. C'est réparer. C'est le terme qu'a dit Emmanuel un Macron. petit peu d'exégèse. Parce que là, non, c'est parce que tu mentionnes Oui, tu as raison. rompre Tu as raison. et tout ça. Je me suis fait polluer Ben par voilà, les commentaires. Tout à fait. Voilà. Mais dans ce que tu disais, Philippe, moi, bon, il n'y a pas eu de surprise, effectivement. Tout de suite, quasi immédiatement Ouais. après, la voix de Jean-Luc Mélenchon, Justement, je vais en parler. Hein. la voix d'Olivier Délire Faure, métaphysique. la voix de Hamon. Alors moi, ça m'attriste un petit peu par rapport à mes sensibilités politiques de voir cette étroitesse de vie et cette incapacité de pouvoir avoir sur ces questions-là un discours nouveau. Ça, je suis... Alors, derrière... Il y a aussi, tu mettais en avant les enjeux politiques. Peut-être que Macron, dans son discours, n'en était pas exempt en tant que tel. On peut se le dire. Pourrait ne pas En choquer, même temps, c'est son métier. je hein. trouve que c'est quand même réduire la portée de ce discours dans sa construction en tant que tel. On a beaucoup mis parmi les observateurs en avant que c'était une manière, entre guillemets, de draguer les cathos de droite, ceux de la manif pour tous, etc., pour dire, ben, là, on vous tend la main pour essayer d'établir une autre forme de dialogue et de construction politique. Moi, je ne suis pas sûr que dans le discours, on ait ça. Bien sûr qu'il peut y avoir ça et que politiquement, dans le jeu politique aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a très certainement une attention du président aujourd'hui de pouvoir, en particulier face aux échéances qu'il va y avoir sur les lois de bioéthique, la volonté de dire on vous tend un peu la main, quelle approche on peut avoir. Mais en même temps, dans son discours, c'est David qui le rappelait, c'est clair, c'est pas vous qui ferez la loi. Et donc, vous pouvez croire en un certain nombre de choses. Ces croyances, elles peuvent être entendues, mais elles ne seront pas le socle de la construction de ce que le président, le gouvernement et d'autres croient devoir mettre en place pour répondre aux enjeux de l'avenir de notre société sur l'avancée des techniques et sur les questions de bioéthique que cela pose. Bernard ? Juste sur les questions de bioéthique, et ça va tout à fait dans le sens de ce que vient de rappeler Marc, il y a le Conseil consultatif national d'éthique, le CCNE, qui a jusqu'au mois de juin pour réfléchir à tous les thèmes de cette révision de la loi de bioéthique. Je te coupe juste un petit peu, Bernard. On peut rappeler, parce qu'il y a encore un tout petit peu de temps, jusqu'au 30 avril, j'allais en parler. La capacité de pouvoir déposer ces propositions. C'est intéressant quand on va sur le site, jour après jour, ce sont des centaines et des centaines d'interventions ou de votes de ratification sur tel et tel point qui se font. On est en train de suivre ça pour un dossier dans notre magazine Carrefour d'Alsace. C'est très intéressant de voir ça. C'est justement ça dont j'allais parler. Je veux dire, la porte est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut aller participer à cette réflexion et le Conseil, le CCNE, a mis en place des consultations régionales où ces équipes sont allées rencontrer des groupes. Il y a des protestants qui ont été rencontrés en tant que protestants, mais ils n'ont pas rencontré que des protestants. Ils sont allés aussi à la rencontre de groupes de catholiques, de groupes d'athées, voilà, pour avoir une vision, je dirais, de la palette possible. La réaction de M. Mélenchon, puisqu'il parle de délire métaphysique, au-delà de la posture peut-être attendue, en tout cas cohérente par rapport à son opinion exprimée sur la religion en général, y a-t-il pas une autre analyse derrière son vocable ? Ce discours est un délire métaphysique. Il n'y a pas un enseignement pour nous, pour les auditeurs ? Alors moi je David. pense que moi je rentre pas dans ce, enfin comment dire, je désapprouve ce genre de réaction parce qu'en fait ce sont des réactions.
Il y a un discours, il faut réagir. La base attend une réaction, ces gens réagissent et utilisent aussi leur propre vocabulaire punchline. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est parce que je pense que, d'une certaine façon... Il avait un défi personnel. Je dois prononcer 4 fois le mot punchline. Ah, il y en a encore une alors. Il y en a encore une. On l'attend. Pardon, David. Ah oui, oui, je sais de qui elle vient d'ailleurs. Moi, je vais c'est vous le dire. Courgette qu'il faut que je place à un moment donné. Ah, C'est bah, ça y est, fait. c'est fait. Ouais. Oui, ce que je voulais dire, c'est que le délire métaphysique, c'est cette. Je pense que ça se relie au fait que il considère que, enfin, parfois et pendant sa campagne, on avait presque l'impression que Macron était se sentait investi comme ça d'une sorte de mission avec un vibrato. Moi, j'avais du mal à supporter ces discours pendant la campagne parce que j'avais l'impression d'entendre une homélie. Parfois, il prenait un ton comme ça, un petit peu compassé. Alors, ça me donnait des boutons. Le sourire de Marc à côté, il était d'abord très franc et ensuite il s'est crispé. quand David s'est lancé dans une. Ah non, mais c'est vrai, non, mais un ton imitation, homélitique, n'ayons pas peur du mot. homélitique, enfin, vous savez, il y a la caricature de l'homélie quand même, des fois. Il y a quand même de nombreux genres, mais Comment il y a quand même de nombreux genres d'homélie. Mais là, effectivement, Oui. il était dans ce. Voilà, donc ce penchant-là. truc-là, et voilà, et après un président jupitérien, il peut y avoir une sorte de sentiment comme ça de possession, pas de possession, d'inspiration divine comme ça. C'est vrai que s'il va trop long là-dedans, on va finir par se poser la question s'il se sent un petit peu investi par Mais une du mission coup, divine. vous ne tirez aucune conclusion sur la cohérence de l'opinion personnelle de M. Mélenchon et éventuellement de la gauche par rapport aux religieux. Moi, je trouve cette réaction tout à fait emblématique de ce que je connais de ces milieux globalement, qui sont des milieux matérialistes. C'est-à-dire que la spiritualité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est un non-sujet. Vous trouvez que en j'exagère? même temps, je trouve que David parlait de caricature, je crois que c'est ça, et c'est pas grand-chose à en retenir. Quand Jean-Luc Mélenchon parle de délire métaphysique, d'abord le délire, je ne sais pas où il va, et puis c'est typiquement aussi en lien avec parfois un certain nombre de ces discours qui pourraient être aussi d'une autre manière des discours et des délires métaphysiques. De là à dire, et d'englober en disant il y a un courant de pensée qui serait à gauche, voire très à gauche, et qui n'est que laïcard, refus des religions, etc., je trouve que ce serait beaucoup trop simplifier les choses, parce que le nombre de chrétiens engagés dans ces réalités-là, dans ce combat politique-là, c'est un nombre important qu'on ne peut pas nier en tant que tel. Et donc, le rapprochement que fait Mélenchon d'un délire métaphysique est effectivement, pour ceux qui ont une foi et un engagement politique à gauche, un peu désobligeant, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, je pense qu'il a voulu être désobligeant avec Macron, puisque c'est son adversaire politique, sans vraiment se poser la question de s'il y avait un sujet vraiment de fond à discuter qui pouvait intéresser au-delà de la personne de Macron. Je voudrais juste dire qu'on peut être matérialiste et avoir quand même des convictions religieuses. Le matérialisme n'est pas simplement une option religieuse ou spirituelle. Ok. Alors, ce que je voulais dire par matérialiste, effectivement là, c'était vraiment une conception de l'homme, de la vie de l'homme sur Terre, qui est que n'est réel que ce que je peux appréhender avec mes sens, et donc tout ce qui est, je nie ou je ne crois pas en l'existence de la nature spirituelle de l'homme, et du coup, quelles que soient les religions, c'est pas mon sujet. Je pense qu'il y a certains de nos auditeurs ou ceux qui vont nous regarder qui se classifient aisément là-dedans, qui pour eux les questions de spiritualité au sens très large sont des questions qui pour l'instant ne les ont pas percutées, ou en tout cas ils les ont évacuées peut-être. Et à l'autre bout de l'échiquier, on a peut-être des personnes qui effectivement sont à la recherche de spiritualité, quelle qu'elle soit. À ce niveau-là, c'était quand même intéressant de voir un certain nombre de rapprochements dans les critiques entre ce que l'on va appeler les très à gauche et les très à droite. Absolument. Le Front National, j'allais vous interroger sur les réactions du Front National, par exemple. Très vite critiqué, parce que derrière, finalement, la question qui était posée, je crois là encore que c'était David qui le mettait, entre injonction et questionnement, ou c'est toi Philippe, c'est sûr que le Front National qui est dans l'injonction constamment. Qui a dit que c'était un discours qui anesthésie les catholiques. Voilà. Parce que pour lui, puisque son socle, c'est de dire la pensée traditionnelle de l'Église, et là on ne sait même pas ce que ça veut dire, parce que si on se rendait compte de la pensée de l'institution, c'est beaucoup plus complexe qu'il a dit, mais pour le Front National, c'est effectivement, on ne peut pas nier qu'il doit y avoir des valeurs traditionnelles
essentielles portées au cœur du christianisme qui doivent être mises en avant dans la gouvernance du pays qui s'appelle la France. Comment vous comprenez la réaction du coup de Marine Le Pen qui a dit que ce discours cherchait à anesthésier les catholiques? Moi je pense qu'il voit une raison, mais j'aimerais avoir votre opinion. David? C'est parce que je pense elle défend l'idée que le catholicisme doit aussi être un rempart contre l'envahissement d'autres religions. C'est le fait qu'on anesthésie les catholiques, la voix catholique, mais aussi le fait que Emmanuel Macron l'a mentionné, qu'on écoute et qu'on donne même de la voix aux autres pensées religieuses, ouais, okay. et qu'on les mette un peu sur le même plan. Oui, c'est ça. Elle a peur. Ce qui est tout à fait pour moi le rôle d'un laïc. Okay. Donc c'est compréhensible en fait sa réaction, même si on peut s'attendre à ce qu'à droite de la droite, un discours de ce type. Moi j'allais faire une affreuse comparaison entre ce que tu viens de rappeler en citant Marine Le Pen et puis le sujet qu'on évoquait tout à l'heure, les questions de bioéthique. C'est peut-être parce qu'il va falloir voir, on est en fin de vie, il va falloir créer une nouvelle, un transhumanisme même au niveau des religions peut-être. Voilà. Alors, je ne peux pas laisser passer ça quand même, c'est pas possible. Un transhumanisme, y compris au niveau des religions, c'est bien ce que j'ai entendu. Oui, non, mais c'est parce qu'on les anesthésie, parce que c'est la fin de vie. Donc Emmanuel Macron disait que les racines sont mortes. Donc voilà, il va falloir. Non, mais parce que ça va nous fournir à mon avis une transition vers les 6 dernières minutes. Enfin, moi, je trouve que le temps passe hyper vite, je ne sais pas vous. David? Alors, s'il reste 6 minutes, moi j'ai un truc que je voudrais quand même relever à la suite de ça. J'ai trouvé une parole très intéressante en commentaire de ce truc. C'était d'une chronique de Raphaël Enthoven, dont j'aime bien les chroniques, et qui parlait de la laïcité. Et il mentionnait Paul Ricoeur, parce que Emmanuel Macron a été à un moment donné, je crois, secrétaire de Paul Ricoeur, très proche. Et d'ailleurs, quand il parle de l'idéal et de l'espérance, c'est une phrase de Paul Ricoeur. Et Raphaël Enthoven précisait que Paul Ricoeur, à un moment donné, parlait de 2 sortes de laïcité. La laïcité qui est normalement portée par l'État, qui est la laïcité d'abstention. C'est-à-dire qu'on ne se prononce pas sur les questions religieuses du point de vue de l'État. Et une autre laïcité, parce que Emmanuel Macron disait « l'État est laïque, la société ne l'est pas ». Et en fait, il y a une autre forme de laïcité qui s'applique à la société, c'est la laïcité de confrontation. C'est-à-dire qu'il y a une liberté d'expression, toutes les religions ont le droit de s'exprimer, mais elles se font dans une confrontation d'idées, un rapport, une dynamique, quelque chose dans l'échange, qui n'est pas cette neutralité et cette abstention de prise de position auquel doit s'appliquer l'État et les représentants de l'État. Et je trouve que c'était intéressant. Et il mentionnait que, en fait, Paul Ricoeur avait peur d'une chose, c'est que la laïcité d'abstention veuille s'appliquer dans la société et remplacer la laïcité de confrontation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y aurait une sorte de substitution comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle les laïcards, c'est-à-dire ceux qui voudraient appliquer une laïcité où, en fait, le sujet religieux disparaît de la société. L'humanité, les cultes doivent être dans la stricte intimité de la vie privée. Article de l'Humanité en réaction par rapport au discours. Donc, c'est ce que ce serait ça. Oui, c'est un petit peu ça. Okay. Voilà, et donc Paul Ricoeur s'était d'ailleurs à ce moment-là même opposé à l'interdiction du voile dans les écoles au nom de cette crainte que la laïcité d'abstention gagnerait la société et éteindrait la laïcité de confrontation. Je trouvais ça intéressant en fait de dire, et donc sa conclusion c'est de dire non, l'État est laïque et la société est aussi laïque, mais dans une autre forme de laïcité, qui est celle du droit des citoyens de s'exprimer. Ok, alors, merci comme David. Il nous reste peu de temps, Marc. Philippe. Je vais prendre la suite de David sur cette question qu'on a mis à plusieurs reprises en avant de injonction-questionnement. Les familles religieuses ne peuvent pas être dans l'injonction, elles sont dans le questionnement. Je trouve que c'est un peu réduit et qu'à mon avis, il y a de la place pour autre chose. Mais David vient de le dire d'une certaine manière à travers la pensée de Paul Ricoeur. C'est qu'on ne peut pas laisser les religions uniquement dans une position de questionnement. Les familles religieuses, alors moi je vais parler comme catholique, on n'est pas que dans du questionnement, on est aussi, ce qui ne veut pas dire que c'est une injonction au niveau dans l'annonce de la vérité. Ma pensée doit être obligatoirement reprise par l'État. Mais je me dois de pouvoir affirmer qu'il y a des choses auxquelles je crois, qu'il y a des visions de l'homme que je défendrai, et celles-là, j'ai envie de les exprimer. Je ne vais pas rester que dans un questionnement. Donc ça, c'est un point qui me paraît important. Oui, j'ai envie de dire, ce que vient d'évoquer Marc, c'est du témoignage.
D'une certaine manière, c'est comment effectivement je peux témoigner, comment je peux émettre les convictions qui m'habitent, tout en respectant la conviction de l'autre et la vérité de l'autre. Ok, d'accord. D'ailleurs, Emmanuel Macron, dans son discours, mentionne deux choses. Il y a le fait que des communautés religieuses, ou enfin n'importe quel citoyen, viennent avec ses convictions. Et je pense que nos convictions, même si ce sont des convictions, elles peuvent susciter un questionnement chez l'autre. Voilà, je pense qu'il y a cette idée-là. Okay, le sel de la terre. Oui, mais il y a aussi l'autre chose. Et il le dit dans le discours, je trouve que c'était intéressant. Il dit, mais on peut aussi venir avec ces questionnements. Parce qu'on n'est pas simplement là pour opposer. Enfin, se balancer comme ça nos convictions, on peut aussi peut-être se partager les choses où on a des doutes. Et si on se présente comme on a la posture de personnes qui n'ont aucun doute et qui sont sûres de leurs convictions, d'une certaine façon, là, on anesthésie le débat. C'est intéressant, David, ce que tu dis, parce que si on l'applique, par exemple, à la législation qui devrait se mettre en place pour la bioéthique, c'est de se dire, mais s'il y a globalement, dans le tissu social, un doute trop important, est-ce qu'il faut légiférer ou ne pas légiférer? C'est-à-dire, quelle option de prendre? C'est-à-dire qu'à mon avis, à un moment donné, il y a trop d'hésitation qui amène à ne pas pouvoir figer une législation en tant que telle. La deuxième chose que je voulais dire très très rapidement, au niveau de la visibilité qui a été donnée, moi j'ai été très surpris, mais très intéressé par le fait que visuellement, la plupart des photos qui ont été mises dans les journaux, c'est l'embrassade, en fait, l'accolade entre Macron et Samuel, ce jeune homme autiste qui avait pris la parole en introduction de cette rencontre. Là aussi, ça a été intéressant. On a donné la parole aux plus pauvres. Avant un discours du président de la République. Ça, c'est rare en tant que tel. Et des discours d'ailleurs qui étaient absolument magnifiques, des témoignages magnifiques. Mais l'image qui est restée, c'est cette accolade-là. Et qui posait question d'ailleurs, parce que quand on voit cette photo-là, on ne perçoit pas obligatoirement la réalité de vie de Samuel. Ok, avant que je conclue, quelqu'un d'autre? Une petite chose, c'est qu'il a été mentionné la loi bioéthique, mais David, une autre chose a été mentionnée, c'est la question du droit d'asile et de l'accueil des migrants. Donc c'est ces deux choses-là qui venaient ensemble. Et c'est quand même intéressant de voir, puisqu'il y a quand même la loi bioéthique, mais il y a aussi la loi asile, immigration qui a été votée. Et donc c'est intéressant de voir comment cette loi peut se nourrir des interrogations, des convictions et tout ça, pour arriver à un résultat. C'est doublement intéressant que Monseigneur Pontier, dans son discours préliminaire, avait dit il faut qu'il y ait plus grande ouverture. Et Macron a tout de suite dit attention, chacun à sa place. Voilà. Il faut aussi qu'on tienne compte des réalités que la France peut avoir par rapport à cet accueil. Bernard, juste alors, avant que je conclue. Oui, juste, tu vas voir, ça va être facile. Injonction, questionnement, témoignage. Le tout, c'est de ne pas rajouter de l'huile sur le feu. Parce que sinon, ça va s'inflammer. Voilà, formidable. Bon, alors moi, ma conclusion, en fait, je voudrais montrer que je peux comprendre ceux qui, peut-être à droite ou très à droite, voient ce discours comme étant, avec toutes les qualités qu'on y a trouvées aujourd'hui, aussi un peu relativiste. Je rebondis sur le transhumanisme, y compris au niveau spirituel. À un moment donné, Emmanuel Macron a dit qu'il y a un cap, et ce cap, c'est l'homme. Okay, donc je peux entendre aussi que certains s'émeuvent et peut-être aient du mal à faire le deuil qu'il y aurait une vérité parmi plusieurs vérités, et qui soient érigées un petit peu en dogme. Moi, en tant que chrétien évangélique, évidemment, ma conviction, c'est qu'il y a une vérité. Après, c'est la façon dont je témoigne effectivement cette spiritualité. Mais pour moi, il y a une spiritualité globale qui est rampante, qui est même très claire dans ce discours, avec un relativisme, c'est-à-dire une reconnaissance du rôle de questionnement, de l'apport dans la société, des religions et du spirituel en général. Mais pour moi, il y a vraiment une spiritualité globale et que je trouve fondamentalement humaniste. C'est-à-dire que la vérité, elle n'est pas située dans une transcendance, elle est située dans quelque chose que l'homme va trouver en lui. Il y a vérité et vérité, il y a la vérité au niveau des idées, et puis la vérité à laquelle tu crois, et je crois à laquelle nous croyons tous les quatre, c'est cette vérité, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est différent. Eh bien, j'aimerais, puisqu'on termine sur Jésus-Christ, et ça me va très bien, puisque c'est mon maître spirituel, j'aimerais juste laisser à nos auditeurs et ceux qui nous regardent peut-être la curiosité d'aller dans leur Bible, s'ils en ont une quelque part, dans la deuxième partie, et de lire 2 Timothée, chapitre 4 de mémoire et verset 3. Ça parle de démangeaison, je vous laisse sur cette curiosité. Poil à gratter. Voilà, poil à gratter, c'est exactement ce qui a été exprimé. Un grand merci, je pense qu'on aurait pu effectivement parler 3 jours et 3 nuits sur ce sujet, messieurs.
Je pense. Voilà pour cet éclairage numéro 18 et on se voit bientôt pour une prochaine émission, donc pour le coup numéro 19. Voilà, merci et à très bientôt. Merci Philippe. Félicien. Au revoir.